Ma mère a dit, tu n'es personne, ne fais pas semblant d'avoir de l'importance. Mon frère a ajouté, honnêtement, la moitié du temps, on oublie que tu existes. Alors j'ai tapé mon verre avec ma fourchette et j'ai dit, ça ne prendra pas longtemps, juste 3 phrases. À la deuxième, le visage de ma mère était devenu pâle. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas cligné des yeux. Parce que quand on grandit avec des gens comme les miens, on apprend à porter son visage comme une armure. On apprend à ne pas réagir, du moins pas de façon qu'ils pourraient utiliser contre toi plus tard. Mais oui, c'est comme ça que le brunch a commencé. Ils appellent ça un brunch, mais soyons honnêtes, c'est juste un déjeuner du dimanche avec des mimosas et un jugement en plus. Le menu change, mais l'ambiance ne change jamais. On était au milieu d'une quiche incroyablement sèche quand ma mère a décidé que c'était l'heure de son évaluation habituelle. Elle aime traiter ses repas de famille comme des évaluations de performance annuelles. Sauf que pour commencer, je n'ai jamais eu le poste. Tu n'es qu'une moins que rien, a-t-elle dit comme si elle augmentait la température de la pièce. Ne fais pas semblant d'avoir de l'importance, a dit Ryan, mon frère cadet, dont le plus grand accomplissement jusqu'à présent est d'exister en même temps qu'un signal Wi-Fi. Il a ajouté, honnêtement, la moitié du temps, on oublie que tu existes. Il a ri comme si c'était une bonne blague, comme si on était tous complices. Je n'ai pas ri. J'ai simplement pris ma coupe, rien de dramatique, juste un petit tintement contre le côté de ma fourchette. Et j'ai dit, ça ne prendra pas longtemps. Juste 3 phrases. Ils ont tous les deux levé les yeux en plein milieu d'une bouchée. En regardant papa, j'ai dit, cette copie est pour toi. Puis j'ai sorti une pochette de mon sac noir, simple, rien de tapac sans grave-l'œil et je l'ai glissé sur la table. Sans grand discours, sans élever la voix, juste une petite poussée sur la nappe en lin. Ryan avait l'air confus, comme s'il pensait que je distribuais des CV. Marc, le mari que ma mère a épousé quand j'avais 15 ans et qui a arrêté d'appeler mon père dès que l'encre avait séché, s'est penché comme s'il s'attendait à des billets de concert. Mais ma mère, elle, n'a pas bougé. Elle est juste restée là à regarder. Elle a fini par prendre la pochette et l'a ouverte. Page 1. Puis page 3. Et j'ai vu ce changement d'expression se produire au ralenti. Comme quelqu'un qui se rend compte que les freins ne fonctionnent pas et que le mur est bien plus proche que prévu. Ses doigts ont commencé à trembler un peu. Marc est passé d'arrogant à livide. La fourchette de Ryan flottait en l'air, comme s'il ne savait pas s'il devait continuer à manger ou courir. Elle est arrivée à la dernière page. Petite garce, a-t-elle dit presque à voix basse. Marc s'est levé, sa chaise raclant bruyamment le carrelage. Tu avais dit que tu avais supprimé ces trucs. Je me suis levé aussi, j'ai ajusté mon pull, j'ai pris mon sac. Les originaux sont déjà chez des gens qui comptent, ai-je dit. Ceci est juste pour votre plaisir personnel. Et je suis parti. Revenons en arrière un instant. Techniquement, j'avais emménagé de nouveau chez eux environ 3 mois avant ce délicieux brunch familial. Je leur ai dit que je ne pouvais plus payer mon loyer, que j'avais des difficultés, que j'avais besoin d'aide. Ma mère a été réticente à m'héberger, et pas réticente, je veux dire qu'elle a dit oui mais en précisant qu'elle attendait un loyer, des tâches ménagères et 0 attitude. Ryan vit aussi là, soit dit en passant. Sans emploi. Sans loyer. Sans tâches. Il ne contribue à rien d'autre que de la vaisselle sale et des avis que personne n'a demandé. Ils m'ont donné la buanderie. Pas la chambre d'amis. Pas mon ancienne chambre. La buanderie. Il y a encore un sèche-linge dedans. Il cogne la nuit comme s'il était hanté, et chaque fois qu'il faisait trembler le mur, je me rappelais, encore un peu. Juste jusqu'à ce que je trouve ce que je cherche. Parce que je n'étais pas là pour créer des liens affectifs. Je n'étais pas là parce que je n'avais nulle part où aller. J'étais là parce que je savais qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient jamais pensé que je trouverais. Et j'avais prévu de les trouver. Mais rien de tout ça ne se voyait sur mon visage, au brunch. Au brunch, j'ai servi le jus d'orange. J'ai passé le beurre. J'ai souri quand Marc a fait ses blagues étranges sur les millénials qui ne savent pas faire la lessive. Ironique, puisque c'était littéralement moi qui faisais la sienne. J'ai dit « merci » quand ma mère m'a donné une serviette comme si elle me faisait une faveur. Personne n'a demandé comment allait mon travail. Personne n'a demandé ce que je faisais. Le plus proche de l'attention que j'ai eue, c'est « tu conduis toujours cette petite voiture ». J'ai reçu une tasse avec écrit « la fille préférée de quelqu'un » pour Noël. Ce qui est hilarant sachant que je suis presque certaine qu'ils ont oublié de l'emballer jusqu'à ce matin-là. Ryan a reçu une nouvelle montre connectée et un voyage à Cancun pour sa santé mentale. Moi, j'ai dû passer l'aspirateur dans les escaliers. Alors oui, le moment du brunch n'était pas prévu. Pas vraiment. Mais c'était le bon moment. Et quand j'ai vu son visage pâlir.
Quand j'ai vu les yeux de Marc se diriger vers la porte comme s'il calculait combien de temps il lui faudrait pour s'enfuir. Quand j'ai vu Ryan enfin se taire pour une fois. J'ai su que j'avais visé juste. Je n'avais pas besoin de crier. Je devais juste dire la vérité. Et je n'étais même pas proche d'avoir fini. Tu sais, certaines personnes parlent de leur enfance comme d'une série comique. Beaucoup de blagues internes, de traditions familiales bizarres, d'histoires gênantes de fêtes d'anniversaire dont tout le monde rit maintenant. Oui, ce n'était pas mon cas. Mon enfance ressemblait moins à la fête à la maison et plus à Koh-Lanta, sans la récompense finale. De l'extérieur, on avait l'air normaux. Cartes de Noël avec des sourires forcés. Vacances en famille qui finissaient dans les albums photos. Un frigo recouvert des horribles dessins d'école de Ryan, comme s'il allait devenir le prochain Picasso. Mais à l'intérieur, c'était comme grandir dans un projet de groupe où j'étais la seule à bosser. Et pourtant on me blâmait quand on avait une mauvaise note. Ryan a toujours été la star, le chouchou, celui qui pouvait casser des trucs et qu'on trouvait spontané. Une fois, j'ai renversé un verre de jus et on m'a envoyé dans ma chambre pour négligence et drame. À un moment, j'ai sérieusement commencé à me demander s'il ne m'avait pas juste oublié. Il y a eu un jour, j'avais 9 ans. J'étais rentré à la maison tout excité parce que j'avais gagné un petit concours de dessin à l'école. Ce n'était pas grand-chose, mais j'étais fier. J'ai montré mon diplôme à ma mère. Elle l'a regardé et m'a dit « Tu devrais te concentrer sur les sciences, l'art ne mène à rien ». La même semaine, Ryan avait reçu un ruban de participation pour « Bon auditeur ». Elle l'a encadré. Ce genre de choses, ça s'accumule. Ça te ronge de l'intérieur, sans que ça se voie. Tu commences à te demander si c'est toi le problème. Peut-être que tu es vraiment moins intéressante, moins aimable, moins digne. La seule personne qui ne m'a jamais traité comme une option, c'était mon père. Il n'était pas extravagant. Pas du genre à faire de grands discours ou à jouer au super papa. Mais il était là. Il m'aidait pour les devoirs. Faisait les meilleurs croque-monsieur de la planète. Me laissait parler de mes livres pendant des heures et s'en souvenait vraiment. Il était constant. Tranquille. Je n'ai jamais compris pourquoi ma mère lui en voulait autant. Comme si juste le fait d'exister dans la même pièce qu'elle était un affront. Mais elle le traitait comme elle me traitait. Ce qui, avec du recul, veut tout dire. Et pourtant, je n'ai jamais rien remis en question. Pas jusqu'au jour où tout a éclaté. J'avais 12 ans. J'étais assise dans le salon, en train de grignoter du popcorn sec et de regarder une émission dont je me fichais. Ryan était en haut. Ma mère était sur son téléphone. Elle a éteint la télé et m'a dit qu'elle devait me montrer quelque chose de sérieux. Ça, c'est jamais bon signe. Elle a fait défiler ses messages, m'a tendu l'écran et a dit « C'est de ton père. Tu dois voir quel genre d'homme il est vraiment. » Le message était court. Juste une ligne. « Si tu l'emmènes, je vous tuerai tous les deux. » Je me souviens avoir fixé l'écran sans comprendre. Comme si mon cerveau avait bugué. Elle m'a dit qu'il était dangereux. Qu'elle avait toujours su qu'il y avait un truc qui clochait chez lui. Qu'elle allait demander la garde exclusive pour me protéger. Elle m'a frotté le dos comme si elle était l'héroïne dans tout ça. Elle a dit que je n'avais plus besoin d'avoir peur. Je n'ai même pas pleuré tout de suite. Je suis juste resté là, sonné. Comme si quelqu'un avait retiré le sol sous mes pieds et que j'étais encore en train de tomber. Puis il y a eu le tribunal. Le silence. Les nouvelles règles. Pas d'appel. Pas de visite. Pas de « on verra ». Juste, fini. Mon père a été effacé du jour au lendemain. Comme si quelqu'un l'avait coupé du script. Et on m'a dit que je devais être reconnaissante. Ce qui a suivi, c'était les « années de reconstruction », comme ma mère les appelait. Ce qui est hilarant, parce qu'elle n'a rien reconstruit. Elle a juste réorganisé le tableau de bord. Je suis devenu son punching ball émotionnel. Son aide ménagère interne. La fille qu'elle ne voulait pas, mais qu'elle devait gérer. Ryan est devenu plus bruyant, plus paresseux, plus cruel. Moi, je suis devenu invisible. Elle a arrêté de faire semblant qu'on était une famille. C'était clair. J'étais là parce qu'elle ne voulait pas que ça se voie qu'elle avait envoyé sa fille vivre avec quelqu'un qu'elle avait décrit comme instable. Mais l'amour, la tendresse, même juste un peu de décence humaine, disparu. Je n'ai plus pensé à mon père pendant longtemps. Je l'ai mis dans une boîte mentale étiquetée « dangereux » et j'ai fermé le couvercle. Mais certaines choses ne restent pas enterrées. Surtout quand elles n'ont jamais eu de sens, dès le départ. Il y avait trop de choses qui ne collaient pas. Trop de moments où j'entendais des gens parler de leur père et où je ressentais un pincement étrange. Comme si je pleurais une perte que personne ne reconnaissait. Et ce fameux message,
il n'a jamais semblé juste. Mon père n'était pas ce genre d'homme. C'était le genre d'homme qui pleurait en regardant le monde de Nemo. Le genre d'homme qui s'excusait s'il élevait la voix, même juste un peu. Le genre qui me disait je t'aime à chaque fois qu'on se parlait. Mais je n'ai jamais osé en parler. Parce que si tu remets en question un mensonge, tu dois les remettre tous en question. Et je n'étais pas encore prête. Pas à ce moment-là. Avance rapide à mes 20 ans. La douleur devenait plus forte. Les questions devenaient plus lourdes. Et un jour, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à un numéro que je n'étais même pas sûr qu'il fonctionnait encore. J'ai écrit « Salut, je ne sais pas si c'est toujours ton numéro, mais je voulais te dire bonjour. » Il a répondu 15 minutes plus tard. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Je ne suis pas retourné chez ma mère après le brunch. Pas après que la pochette ait glissé sur la table. Pas après que le visage de ma mère ait fait cette grimace où l'orgueil l'empêchait de s'effondrer complètement. Je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai même pas pris mon manteau. Il ne faisait pas si froid et honnêtement, j'avais besoin de cette marche dramatique plus que de mes manches. Je me suis enregistré dans une location à court terme sous un faux nom. Pas quelque chose de théâtral, juste assez discret pour que les choses restent calmes pendant que le chaos retombe. 2 heures plus tard, mon frère m'a envoyé un message. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Suivi de « Maman fait une crise de nerfs. » Marc hurle. Personne ne veut me dire ce qui se passe. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je voulais vraiment qu'ils cuisent dans leur propre jus. Je voulais qu'ils transpirent dans leur polo, qu'ils se demandent comment tout leur château de mensonges s'était soudainement embrasé. J'aimerais pouvoir dire que j'avais tout planifié depuis le début. Mais la vérité, c'est que ça a commencé par une simple intuition et une nuit très longue. J'avais 23 ans. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais encore et encore à ce message que ma mère m'avait montré quand j'avais 12 ans. Si tu l'emmènes, je vous tuerai tous les deux. Ce message qui avait sorti mon père de ma vie comme un cancer qu'on aurait arraché. Ce message qui m'avait fait d'avoir peur même de mes propres souvenirs. Mais plus je vieillissais, moins ça avait de sens. Mon père était ce genre d'homme qui faisait des pancakes en forme d'animaux. Le genre d'homme qui disait la sécurité avant tout sans ironie. Pas le genre à envoyer des menaces de mort. Alors cette nuit-là, j'ai envoyé un texto. « Salut, je ne sais pas si c'est encore ton numéro, mais je voulais te dire bonjour. » Il a répondu 15 minutes plus tard. J'attendais ce moment depuis 10 ans. On s'est rencontrés dans un parc 3 jours plus tard. Terrain neutre. J'avais peur qu'il ait changé, qu'il soit devenu froid, distant. Mais non. Il avait juste un peu plus de cheveux gris, un peu plus voûté. Sinon, c'était lui. On s'est assis sur un banc. On a bu 2 cafés. Puis je lui ai posé la question sur le message. Il n'a même pas hésité. Il a juste secoué la tête lentement et dit « Je n'ai jamais écrit ça. Je n'ai jamais envoyé ça. Je ne pourrai jamais faire ça. » Il n'a pas supplié. Il n'a pas pleuré. Il a juste dit qu'il était désolé que je l'ai cru. Mais qu'il comprenait pourquoi. Et, étrangement, je l'ai cru. Pas parce qu'il avait des preuves. Mais parce que, à cet instant précis, mon instinct s'est enfin calmé. Alors j'ai commencé à enquêter. Au début, je ne savais même pas ce que je cherchais. Je n'étais pas une hackeuse. Pas une complotiste. Juste une fille qui voulait comprendre ce qui s'était passé. Alors j'ai fait quelque chose. Je me suis formé. J'ai obtenu une certification. Je suis devenu détective privé agréé. Oui, une vraie détective privée. Pas du genre imperméable et chapeau. Mais du genre à remplir des formulaires légaux. Faire de l'analyse forensique. Extraire des données numériques. Suivre des traces bancaires. Et une fois que j'ai été prête, je suis retourné vivre chez eux. Je leur ai dit que j'avais perdu mon boulot, que je n'avais plus d'argent pour le loyer, que j'avais besoin d'aide. Ma mère a roulé des yeux et m'a offert le placard à lessive. Parfait. Exactement ce que je voulais. Pendant qu'il me faisait faire la vaisselle. Je fouillais. Et finalement, je l'ai trouvé. Ça a commencé avec un vieil ordinateur portable. Planqué derrière des pulls, protégé par un mot de passe. Mais rien que je ne pouvais pas contourner. À l'intérieur, il y avait des dossiers avec des noms bâclés comme légal 1 ou copie-bas sauvegarde-bas actif. Je plaisante à peine, l'un s'appelait vraiment non-bas gu-bas bajo. Je l'ai ouvert. Et c'était là. Un brouillon du message. Le faux. Si tu l'emmènes, je vous tuerai tous les deux. Écrit dans un document Word. Sauvegardé, 5 jours avant la date à laquelle elle avait dit qu'il avait été envoyé. Il y avait des annotations sur les côtés. Des corrections.
Même une bulle de commentaires qui disait « Trop dramatique ». Mais ce n'était même pas la pire partie. J'ai trouvé des emails entre elle et Marc. Quand ils n'étaient encore que des amis. Ils parlaient de comment faire passer mon père pour instable. De comment protéger l'argent. Et à propos d'argent justement, elle avait toujours dit que mon père avait fait de mauvais investissements pendant le divorce. Qu'il avait dilapidé la moitié des biens. Mais dans un autre dossier. Parce que bien sûr, elle avait tout sauvegardé. Il y avait 3 relevés bancaires scannés. Des virements électroniques vers un compte suisse. Des sociétés fictives. Le tout au nom de Marc. Ils avaient tout volé. Ils avaient piégé mon père. Ils avaient pris la maison. L'entreprise. Les actifs. La garde. Et ils ne lui avaient laissé qu'une réputation qu'il ne méritait pas. Alors oui. J'ai tout imprimé. J'ai fait des copies. J'en ai donné une à mon père. Celle que j'ai glissée sur la table au brunch, c'était juste un souvenir. Revenons au présent. 3 jours après mon départ, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. C'était papa. Il n'a même pas dit bonjour. Il est juste resté là avec un petit sourire fatigué et a dit « J'ai reçu l'appel. C'est en route. » L'avocat avait tout déposé. Le dossier était réouvert. Procédure lancée pour récupérer l'argent. La maison. Et laver son nom. C'était en marche. Il est entré. Prépare-toi. On s'est assis sur le canapé comme si c'était un jour normal. Puis j'ai dit « Tu veux savoir comment j'ai trouvé ?» Il a hoché la tête. Alors je lui ai raconté. Pas tout. Pas encore. Mais assez. Quand j'ai terminé, il a simplement dit « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. » Et j'ai répondu « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour moi. » Puis ont commencé les textos de Ryan. Qu'est-ce qui se passe sérieusement? Tu exploses la famille pour une vieille histoire? Ça va trop loin. Tu l'as fait pleurer. Puis un de maman. Tu n'as pas fini. Ne crois pas que c'est terminé. Charmant. Je n'ai répondu à aucun. Parce que je savais exactement ce qui allait venir. Et eux, ils n'avaient aucune idée de ce qu'il me restait à dire. Ça n'a pas pris longtemps. La lettre légale est arrivée 2 jours après que papa ait lancé la procédure. Courrier recommandé. Enveloppe épaisse. Du genre à faire taire les gens quand ils la voient dans leur boîte aux lettres. Je n'étais évidemment pas là. Mais j'ai entendu parler du cri. Apparemment, maman l'a ouverte dans la cuisine. A lu la première page. Et a lâché son verre de vin rouge. À midi, Marc a essayé de la calmer. Ce qui est hilarant. Puisqu'il était nommé directement à la page 2. Je n'ose même pas imaginer à quelle vitesse il a tapé dans Google. Que se passe-t-il quand on découvre des comptes à l'étranger? Et Ryan. Pauvre Ryan. Il m'envoyait encore des messages comme si j'étais une petite sœur en crise. Tu n'as pas besoin de faire ça. On peut arranger les choses. Arranger quoi? Le message faux? L'argent volé? Le fait qu'on m'ait traité comme une pièce de rechange pendant 20 ans? Désolé, frérot. Ce bateau a brûlé. Le dossier judiciaire était béton. Email. Brouillon. Relevé bancaire. Tout en noir sur blanc. Ma pochette n'était pas qu'une preuve. C'était une audite complète. Le juge a réagi rapidement. Pas par vengeance. Par clarté. Il a dit que c'était un schéma clair de manipulation qui affecte la garde, les finances et la sécurité personnelle. Traduction. Ils ont menti. Pendant des années. Encore et encore. Par écrit. Jugement. Remboursement total. Chaque centime volé devait être rendu. Avec amende. Avec intérêt. Ils ont dû vendre la maison. Les voitures. Les comptes d'investissement. Marc a tenté de dire qu'il ne savait rien. Qu'il avait fait confiance à sa femme pour les finances. Ce qui aurait été plus crédible s'il n'avait pas signé les virements lui-même. La maison a été vendue en 3 semaines. À perte. Ma mère a déménagé dans un condo avec 2 chambres. Un robinet qui fuit. Et 0 isolation. Et, pour une fois, elle n'a pas organisé de pendaison de crémaillère. Mais elle n'avait pas encore fini son petit théâtre. Environ 1 semaine après le jugement, elle a tenté un dernier coup désespéré. Elle a créé un compte Facebook à mon nom. Même photo de profil, même bio. Elle a même copié mot pour mot une de mes anciennes publications. Puis elle a commencé à écrire des statuts complètement délirants. Disant que papa l'avait abusée. Que j'étais instable. Et qu'on lui avait volé tout son argent. C'était pathétique.
Et franchement stupide. Il n'a fallu que 15 minutes à l'expert en analyse numérique pour retrouver l'adresse IP. Sa maison. Le même Wi-Fi. Le même historique de navigation. Le même ordinateur portable qu'elle utilisait pour regarder ses cours de pilates. Le juge n'a même pas eu besoin de s'énerver. Il l'a juste regardé comme s'il résolvait une équation sans solution. Mademoiselle Harwell, a-t-il dit, vous avez fabriqué un faux message. Vous avez volé votre ex-mari. Et maintenant vous usurpez l'identité de votre propre fille sur Internet. Elle a essayé de pleurer. Ça n'a pas marché. Même Marc ne la regardait plus. Quant à Ryan, il a disparu dès que l'argent s'est évaporé. Pas de loyauté. Pas d'excuses. Juste un infollow silencieux sur Instagram, je suppose. Une recherche frénétique d'un emploi qui ne demande ni CV ni responsabilité. Il n'a jamais renvoyé de message. Et ça me va très bien. Papa a acheté une maison. Pas un manoir. Juste un endroit simple, avec un vrai jardin. Et un Porsche bien ensoleillé l'après-midi. Il l'a appelé paisible. Un code pour dire, pas hanté par la voix de mon ex-femme dans les murs. Il m'a invité le jour où il a eu les clés. Quand je suis entré, il m'a tendu une tasse de café et a dit, pas de grand discours. Juste merci. Et c'était suffisant. On est resté assis en silence un moment. Pas un silence gênant. Le genre de silence où ton corps se rappelle enfin qu'il n'a plus besoin de rester en alerte. Il m'a demandé ce que j'allais faire maintenant. Je lui ai répondu. Vivre, comme si je n'avais pas besoin de me reconstruire à partir de zéro. Il a hoché la tête et a dit. Bon plan. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email de ma mère. Oui, un email. Objet, tu comprendras un jour. Le contenu. Tout ce que je pouvais imaginer. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tu as trahi ta propre famille. Tu as toujours été une ingrate. Elle a signé. Avec amour, maman. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste archivé. Et mis dans un dossier intitulé « Fiction non sollicitée ». Pas de grands posts sur TikTok. Pas de vidéos de révélation. Pas d'essai sur la guérison. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la paix. Et c'est exactement ce que j'ai obtenu. Plus besoin d'expliquer. Plus besoin de justifier pourquoi je me sentais comme une invitée dans ma propre famille. Juste, le silence. Une cuisine avec de la vraie nourriture. Un salon qui me ressemble. Un papa qui fait des blagues nulles mais jamais pour blesser. Il disait que j'étais une moins que rien. Il le disait en face. Derrière mon dos. Pendant les brunchs. Mais le truc marrant avec les moins que rien, c'est qu'on observe. On retient. On apprend comment fonctionnent les systèmes, surtout ceux qui sont pourris. Et quand enfin on parle, on ne crie pas. On apporte les dossiers. Il disait que je ne comptais pas. Mais au final, c'est moi qui ai gardé les comptes. Parfois, je me demande encore si je suis allé trop loin. Si j'aurais pu le faire de manière plus discrète. Peut-être que j'aurais dû laisser tomber et construire ma vie sans déterrer tout ce qu'ils avaient tenté d'enfouir. Mais ensuite je me souviens de combien de temps je me suis tu. De tout ce que j'ai laissé passer. Et de combien ils comptaient là-dessus. Alors non. Je ne regrette rien. Mais je me demande quand même. Et toi? Tu crois que j'ai bien fait? Tu serais parti? Ou tu aurais posé la pochette sur la table? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux d'autres histoires comme celle-là, abonne-toi.